des droits de l'homme. Oui, quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Salut à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci d'être avec nous. Merci aussi pour tous ceux qui ont fait leur contribution. Cela nous allait droit au cœur parce que sans vos contributions, on ne va pas changer le visage même de ce grand débat. Encore une fois de plus, merci vous qui avez contribué. J'ai votre document et cela nous va droit au cœur. Merci aussi pour tous ceux qui nous ont appelés pour dire qu'il faut réellement reprendre le sujet de ce grand débat parce que c'est un sujet qui est beaucoup important. C'est un sujet qui réellement va jusqu'à la délibération du Togo. Et nous avons pris l'honneur sur nous pour reprendre ce sujet. Vous avez été nombreux de nous critiquer. Vous avez été nombreux aussi de nous proposer, de nous faire des propositions. Vous avez été nombreux pour nous dire comment il faut faire pour participer à cette émission. Mais c'est plus simple. Pour participer à cette émission, vous pouvez appeler le 612 224 2020 ou bien le 612 454 72 00. Sinon, essayez de regarder aussi sur votre écran pour participer à cette émission. Merci encore une fois de plus à Malik Sall à la réalisation de cette émission, sans toutefois oublier nos chers panélistes qui m'ont toujours fait l'honneur d'être sur ce plateau. On va commencer ce grand débat avec la présentation de mes chers panélistes. Avant de vous parler de ce sujet parce que vous le connaissez déjà. Ici sur ce plateau, pour ce grand débat, l'homme que vous n'allez plus, vous allez toujours connaître et qui n'est plus à présenter, c'est celui-là même que j'ai nommé M. Kenao Yves, le bulldozer. Encore une fois de plus, Yves, sois la bienvenue sur ce plateau pour ta modeste contribution. Même s'il y a des critiques, nous avons besoin aussi de ceux-là qui doivent venir donner le meilleur de eux-mêmes parce que ce n'est pas une seule personne qui peut mener la lutte. Même si on le dit qu'il suffit à une seule personne de tuer l'éléphant pour que tout le monde s'en serve. Mais je crois qu'on a besoin de votre contribution. Monsieur Yves, merci encore une fois de plus d'être sur ce plateau. Merci, merci beaucoup Serge Ignawa et chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV. Bonsoir. Merci Yves Kenao. Via Skype, nous avons le professeur Moussa Issoufou qui est conférencier, maître conférencier à l'Université de la Caroline du Nord. Monsieur le professeur, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour monsieur Serge Ignawa, bonjour monsieur Yves Kenao, bonjour mon grand frère Credo et bonjour à tous les téléspectateurs de Tempo TV .com. Oui. Merci. Professeur, vous nous avez manqué, hein, vous nous avez manqué. Alors c'est un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui. Hein. Merci beaucoup, au plaisir aussi. D'accord, et puis bon, vous avez eu une conférence tout à l'heure jusqu'à 20h, mais en tout cas vraiment, on vous supporte pour cette conférence, le professeur. Ok, merci beaucoup. D'accord. À côté du professeur via Skype, nous avons Emmanuel Credo. Monsieur Credo, comment ça va? Très bien, merci. Merci de
nous avons invité pour participer à cette émission. Et notre bonjour depuis Atlanta. Je salue le frère Yves Kenao, je salue Serge Nyawa, je salue le professeur l'infatigable et Moussa Inoussa qui défend beaucoup la cause, et sans oublier Malik qui passe à la réalisation, fait arriver tout ce que nous pouvons pour pouvoir faire informer les gens. Merci. Merci. Merci donc Credo Emmanuel. Et pour le sujet d'aujourd'hui, sur le thème d'aujourd'hui pour ce grand débat, le peuple et l'armée peuvent-ils arracher leur souveraineté? Et à côté de cela, nous allons parler du dialogue. Est-ce que le dialogue, s'il a eu lieu, est-ce que le dialogue va réellement amorcer ou bien désamorcer la crise togolaise? Alors, professeur avec nous, Monsieur Credo avec nous. Monsieur Credo est un vieux de la vieille au niveau de l'armée togolaise. Alors, je vais d'abord commencer avec lui. Monsieur Credo, oui. Je pense que vous connaissez réellement les rouages de l'armée. Vous savez comment cette armée a été mise en place. Vous savez comment l'armée aujourd'hui essaie de dealer avec la population. Vous savez comment tout se passe. Est-ce que réellement avec cette armée, le Togolais peut-il arriver à arracher sa souveraineté, Monsieur Credo? Ma réponse est non. Non, parce que c'est une armée que je connais. Il y a des choses là, il y a des gens qui composent cette armée, à qui je jette mes fleurs. Ils se débattent tous les jours pour accomplir leur mission. Ce n'est pas facile d'être militaire et de respecter les ordres. Mais quand on parle de la structure de l'armée, elle dépend aussi de celui qui a le commandement en main. Quand le feu Yadema était là, c'est lui qui était le chef supérieur des armées, ministre de la Défense, tous ces pôles étaient accumulés. Après, dans les 10 dernières années avant son départ, il a essayé de lâcher un peu prise. Mais on a vu que quand Faure Gnassingbé est venu, quand il a sous la proposition ou bien a été imposée par l'armée. Ça, c'est déjà un des caractères qu'il faut souligner de cette armée. C'est l'armée qui a imposé Faure Gnassingbé après le décès de son père. Et finalement, on a vu qu'il avait mal et que ça a été mal fait. Il a démissionné pour devenir se représenter comme candidat. Mais quand cette armée a saisi le pouvoir, à chaque fois on remarque que c'est l'armée qui contrôle le pouvoir. Et cette armée, avec au début de Faure, il a nommé son frère Pacha comme ministre de la Défense. Et on a su ce qui s'est passé. Pacha, après, a été accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Pacha a été jugé et puis il est en prison actuellement. Presque tous ces co-accusés ont été libérés. Pacha est en prison. Et Faure Gnassingbé, comme le temps de son père, accumule le rôle de président de la République et ministre de la Défense. On n'a pas de ministre de la Défense au Togo. Le chef d'état-major des armées, c'est son beau-frère. Quand on parle de l'armée togolaise, pourquoi je dis que cette armée n'est pas républicaine? Parce que le commandement de cette armée vient d'un groupuscule, mais ce groupuscule dirige ce groupe et avec beau-frère comme chef d'état-major des armées, président de la République en tant que soldat et ministre de la Défense, avec des officiers qui ont des postes de responsabilité sans vraiment ce sont des responsabilités vides. Je vais vous donner des détails
au cours de cette émission pour que vous sachiez que cette armée, elle est banalisée, elle est bloquée et le Togo a besoin de retirer sa souveraineté de cette armée si on veut arriver à faire une démocratie dans notre pays. Je m'arrête pour l'instant. Merci. Merci donc, Monsieur Credo Emmanuel. Je crois qu'on va avoir encore beaucoup d'informations avec vous parce que, comme je l'ai dit au début de cette émission, vous êtes un vieux de la vieille dans cette armée, mais vous avez voulu faire valoir vos droits ici même à la diaspora aux États-Unis. Merci encore une fois de plus, le professeur. Je crois que vous avez suivi avec attention tout ce qui se passe aujourd'hui au Togo. On demande à l'armée de réellement venir avec le peuple et arracher sa souveraineté. Nous savons que les forces armées togolaises, l'effectif est de 13 074, dont l'armée de l'air 12 212, l'armée de terre bien sûr 12 212, l'armée de l'air 636, l'armée marine nationale 226. Ça c'est l'effectif maintenant qui fait 13 074. Vous savez aussi, comme les autres, que cette armée a été formée par M. Étienne Eyadema, qui n'est plus, et cette armée aujourd'hui, c'est elle qui est une armée togolaise. On veut essayer de se rapprocher de cette armée pour réellement avoir arracher la souveraineté. Est-ce que cela est possible, le professeur? Bonjour encore une fois. Je vais dire tout simplement que c'est l'armée togolaise, son cas, ça devient ce qu'on appelle catch-22 chez les Américains. Ça devient un casse-tête chinois aussi, comme le terme généralement le dit. Dans l'armée, comme l'a bien signifié M. Credo, c'est une minorité, un petit groupe, n'est-ce pas, qui a le pouvoir, qui détient l'armée dans sa main. Et moi, ce qui me fait mal par rapport à cette armée, à notre armée, c'est que la majorité de cette armée-là se laisse aller et laisse un petit groupe ternir son image. Du point où, même si l'on a envie de faire confiance à cette armée, il y a des choses qui ne nous permettent pas de vraiment faire confiance à cette armée quant à sa capacité, n'est-ce pas, d'être du côté du peuple et de faire ce qu'il faut faire. C'est-à-dire affirmer sa neutralité vis-à-vis des hommes politiques afin qu'elle puisse jouer son rôle. Vous savez, une nation sans une armée, ce n'est pas une nation. Mais une nation avec une armée qui devient un obstacle à l'épanouissement de cette nation n'a pas d'armée. C'est notre problème au Togo. C'est comme si, oui, nous avons l'armée, nous avons des frères, nous connaissons des parents qui sont dans cette armée. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas une armée, mais son rôle trouble, a fait que nous avons peur de dire qu'elle pourra un jour jouer son rôle. La preuve, dans cette crise qui vraiment qui a affecté le Togo depuis 4 ou 5 mois, pas plus qu'avant-hier, cette armée vient encore de renouveler son allégeance à un chef d'État qui est décrié, dont tout le monde demande la démission. C'est-à-dire que c'est une manière de nous dire que, quel que soit ce que vous faites, nous resterons fidèles à quelqu'un qui est la cause du malheur des Togolais. C'est là où nous avons un peu des doutes quant à la capacité de l'armée togolaise d'être au moins une fois du côté du droit, du côté du peuple togolais. Puisque, jusqu'à preuve du contraire, on continue par croire qu'elle demeure notre armée, malgré tout ce que nous savons d'elle, nous connaissons de cette armée, mais nous sommes toujours restés sur notre soif parce qu'elle ne fait rien et on est obligé de dire que
non, peut-être que le salut du Togo ne viendrait pas de la main togolaise, puisque la majorité qui nous dit dans les coulisses que non, nous ne sommes pas pour ce que ce groupe-là fait, mais cette majorité ne fait rien pour montrer sa désapprobation par rapport à ce comportement anti-républicain. C'est ce qui nous fait un peu dire qu'on est sceptique par rapport à sa capacité, n'est-ce pas, de faire un geste qui pourra aller dans le sens de soulager les souffrances du peuple togolais. Merci, monsieur le professeur. Je reviens maintenant sur cette table à mon ami Yves Kenao. Je crois que vous l'avez vu. Il a donné réellement ce qu'il pensait sur ce plateau. Je crois que Yves, vous êtes là aujourd'hui. Le chapeau, le genou ne peut pas porter le chapeau tant que la tête existe. Voilà. Merci beaucoup, Serge Niawa, cher grand frère de l'autre côté. Monsieur Credo, merci. Je vous ai écouté. Vous avez fait une analyse vraiment pertinente. Tout ce que vous avez dit, un Togolais averti doit le savoir et doit le comprendre. Le Togo n'a pas un ministre de la Défense. Après, le dernier fut Pachania Singbe. Maintenant, il se fait que les deux postes, président de la République et chef et ministre de la Défense, se retrouvent en une seule personne, M. Fornia Singbe. Vous savez, avant d'aller et répondre à votre question, je voudrais rappeler à tous les téléspectateurs et surtout aux Togolais que M. Yves Kenao n'a pas besoin de crier sur les antennes de Tempo Afrique TV, devant les caméras de Tempo Afrique TV pour trouver un poste ministériel au Togo. Je n'ai pas besoin de le faire. J'ai des capacités intellectuelles, j'ai des capacités morales, j'ai une large connaissance politique qui feront de moi un ministre, un président de la République du Togo. Je n'ai pas besoin de venir criailler ici à Tempo Afrique TV. Je ne fais que donner mes analyses objectives. Et quiconque veut un changement doit être prêt à écouter ce que quelqu'un d'autre va apporter, même si ce n'est pas ce qu'il voulait entendre. C'est ce que j'appelle démocratie. Tous les Togolais qui se disent démocrates doivent être prêts à accepter ou du moins à écouter sans pourtant insulter ou condamner ce que l'autre dit. C'est ça qui fera la force du changement dont on parle. Si ceux qui cherchent le changement aujourd'hui ne sont pas prêts à écouter ce que les autres vont dire, même si ça ne va pas dans leur sens, là, je regrette. C'est pour vous dire tout simplement que ce que moi, Yves Kenao, j'apporte ici à Tempo Afrique TV, c'est juste ce que beaucoup de personnes qui crient qu'ils veulent le changement ne peuvent pas apporter. Tout ce que je dis, c'est dans le sens de ce changement que nous cherchons tant, que les gens cherchent tant. Parce que si quelqu'un est un Togolais de la démocratie, cette expression que j'appelle les enfants togolais de la démocratie, ils peuvent parler ainsi. Le Togolais a commencé par chercher ce changement depuis plus de 30 ans. Et chaque fois, on a que les mêmes pratiques. Depuis 89, 90, les mêmes pratiques qui nous ont donné les mêmes résultats. C'est ce qui fait que moi, Yves Kenao, cette fois-ci, j'ai décidé d'apporter ma contribution en allant dans l'autre sens. Je ne voudrais pas que les Togolais voient toujours dans la même direction pour une solution. Nous avons essayé beaucoup de choses, ça n'a pas marché. Pourquoi ne pas écouter d'autres idées? Pourquoi ne pas répondre, avoir d'autres idées de d'autres personnes, même si on pense qu'ils ne sont pas de notre côté? C'est ce qui a fait que l'autre fois, j'ai fait des analyses pertinentes. Je crois qu'on va aller droit au but parce que les Togolais vous écoutent. J'ai fait des analyses pertinentes. Des analyses avec des stratégies pour aider
le Togolais à sortir de sa crise. Et pour répondre, je vous remercie et c'est dans ce sens que je vais encore donner ma réponse à votre question. Merci. Allez-y. Le Togo peut retrouver sa souveraineté. Et je vous dis que l'armée togolaise ne détient pas la souveraineté du peuple togolais. Je suis content que monsieur le professeur ait dit que c'est un groupuscule qui manipule la masse de cette armée togolaise. Et qu'est-ce que nous autres, nous faisons? Je sais, monsieur Credo, c'est un retraité de l'armée togolaise. Il a des amis, il a des frères, il a même peut-être des enfants dans cette armée actuelle. J'ai des amis, des frères, des membres de famille dans l'armée. Monsieur le professeur a des amis ou a des connaissances dans l'armée. Qu'est-ce que moi, vous autres, qu'est-ce que nous faisons pour amener cette masse silencieuse de l'armée qui pense qu'il faut que l'armée joue son rôle républicain? Qu'est-ce que nous faisons? C'est ce que j'ai dit. Le Togo peut retrouver sa souveraineté de cette armée si nous autres, nous savons comment amener les 90% à être de notre côté. Mais qu'est-ce que nous faisons depuis 30 ans? Nous ne le faisons pas. Aujourd'hui, nous parlons de dialogue. Est-ce que nous avons invité les 90% là d'être avec nous, de nous dire exactement qu'est-ce que l'armée togolaise peut apporter à ce dialogue? Nous ne l'avons pas fait. On dit que l'armée constitue un problème au Togo, mais on veut résoudre les problèmes du Togo et on exclut cette armée-là. C'est à nous d'aller, quand nous allons nous asseoir à la même table avec nos amis de l'armée, quand nous allons commencer par discuter, ils vont trouver en nous des êtres humains. Nous allons trouver en nous des êtres humains. Je crois qu'on va parler du dialogue. Et quand nous allons sortir sortir de cette salle-là, ceux qui étaient dans la salle vont changer d'avis. On va parler du dialogue parce qu'on ne peut pas faire ce dialogue sans pouvoir inclure l'armée. Changer d'avis. Mais nous ne le faisons pas. C'est là que je dis que ce travail de fond-là, nous Togolais, qui ne sommes pas de l'armée, nous devons le faire. L'armée-nation, nous devons faire ça pour que les militaires, la majorité de ces militaires-là, qui veulent s'exprimer, qui veulent aller dans une autre direction, puissent être libres, puissent avoir le courage de le faire. Parce qu'à l'heure actuelle, ceux-là n'ont pas confiance en nous, que nous allons les protéger. Je m'arrête là. Merci, monsieur Kenao. Professeur, oui, monsieur Credo, est-ce que vous voulez dire quelque chose rapidement? Oui, monsieur Credo, je crois que vous soulevez la main. Allez-y. Et je veux bien dire quelque chose à propos de ce que notre frère Yves Kenao vient de dire. Samedi passé, j'ai suivi l'émission qui a été reportée. Par exemple, en faisant ces analyses, M. Yves Kenao a eu à faire, il a fait des déclarations, et moi, je trouve quand même qu'on ne peut pas imputer les raisons pour lesquelles l'armée est aujourd'hui à une majorité, une ethnie majoritaire, que c'est parce que les gens du Sud disaient que Abouéji, et puis ça voulait dire que le prince ne dirige pas la bétail. D'abord, cette traduction que M. Yves Kenao a faite, elle est erronée. Aboué veut dire Amina maison. Ouais. Aboué veut dire Amina maison. Aboué, c'est le fils de la maison. Ça ne veut jamais dire prince. La personne qui est prince au Togo, c'est Fonya Singé. C'est lui qui a dit que papa m'a dit de ne jamais laisser tomber le pouvoir, comme si le Togo était un royaume qui les appartenait. Pourquoi nous dire aujourd'hui que, ouais, les gens du Sud ont dit que à Wevin Konenyo, le prince de Djouba, on n'est pas des princes. À Wevin, tu as dit que tu es le garde de la maison.
Monsieur Credo? Monsieur Credo? Monsieur Credo? Le frère Kenao a dit que le militaire était payé à 1500 par mois. Non! C'est qu'il ne connaît pas le système. Cette stratégie était une stratégie créée pour que, d'abord, quand tu es recruté dans l'armée, tu fais une formation de 6 mois. Après, quand tu finis ta formation, on te donne une durée de 18 mois pour voir si tu vas tenir ou non. Pendant cette durée, tu es logé au camp, nourri, habillé, et on te donne un argent de poche. Ce qu'on appelle l'argent de poche, les 1800 là. Ce n'est pas le salaire. Après, quand tu deviens le soldat de deuxième classe, après 18 mois, on te donne le salaire en ce temps. C'était à 20 000 francs du CFA non dévalué. D'abord, quand on a parlé de changement, la conférence nationale, le premier bénéficiaire, c'était l'armée togolaise. Au cours de la conférence, ils ont discuté de la grille des soldats. Et ils ont dit que non, ils n'ont pas vraiment une rémunération. Et on a commencé à remonter la grille qui est aujourd'hui celle-là. Les soldats étaient les premiers bénéficiaires de cette grille. Maintenant, quand on parle de cette minorité qui détient le pouvoir, le chef étant le chef était le chef le ministre de la Défense, les officiers supérieurs, les officiers généraux qui sont dans l'armée, c'est des noms. D'abord, ils sont dépourvus de toute capacité d'avoir accès à tout armement. C'est la Gestapo. C'est la Gestapo. C'est-à-dire que l'officier supérieur, l'officier général au Togo, il a un chauffeur, il a un garde-corps, et ces chauffeurs, son garde-corps sont plus payés que sur la parce qu'il doit fournir un rapport. Où est-ce que l'officier passe, où il passe. Donc, c'est des gens qui ils savent que tant que je suis dedans, je ne peux rien faire. Cette minorité qui est là, quelle que soit la valeur de la foi, si on garde le trait à cette allure, ils ne pourront pas nous aider. La dernière fois, pour finir, M. Yves Kenao a accusé des gens que moi je considère comme des héros. Le commandant Fokor, le colonel François Bokor, un homme qui a un pied, il a un doctorat en droit, qui ont réalisé que ce que Ford voulait faire ne peut pas être possible. Il ne faut pas qu'ils exterminent les choses là. Et ils ont été obligés d'avoir leur vie à l'exil. Il les a accusés de poltrons. C'est pas ce qu'on pas des poltrons. Si il veut accuser de poltrons des gens qui ont dit non, et s'ils disent non, ils restent là-bas, on va les tuer. Regardez, je vais vous donner encore un exemple. La mutinerie de 1993. Monsieur Yves Kenao a dit que le général Yadema nommait les gens du Sud comme le premier général que le Togo a connu, c'est un homme du Sud. Ouais, à Mehdi, qu'est-ce qu'ils en ont fait? On a laissé un soldat tourner son âme et abattre à bout portant à Mehdi et tout ça. Ils l'ont éliminé en une nuit. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous voulez nous dire que cette armée peut vraiment aujourd'hui se rallier à quoi? Tant que force sera là, et il aura la maîtrise de cette armée. D'abord, c'est pour avoir la maîtrise de cette armée qu'il a éliminé son frère, qu'il a mis son frère en prison. C'est pour avoir la maîtrise de cette armée que son frère, le colonel Rock, chef de bataillon des blindés, il n'a pas de bataillon. Ne me dites pas qu'avec cette armée, on peut faire un changement. À moins que cette fort ne vous donne la possibilité de s'en aller et que cette armée devienne républicaine, cette armée, elle est difficile à la avoir en tant que telle sous
et cette forme que forme le dirige maintenant. Voilà. D'accord. Merci, M. Credo. On vous a entendu, vous avez interpellé M. Kenao. Mais bien avant ça, essayez de vous retirer un peu de votre ordinateur pour qu'on puisse vous voir énormément. Le professeur, je crois que vous avez la parole. Vous voulez dire quelque chose parce que M. Credo a dit beaucoup de choses, M. Kenao aussi. Est-ce que vous voulez quand même dire quelque chose parce qu'on a besoin à ce que cette armée soit neutre, qu'elle soit républicaine, qu'elle rassure qu'elle est là pour le peuple et qu'elle peut réellement vaquer ses préoccupations quand le peuple pleure et non pas continuer de molester le peuple, continuer d'oppresser le peuple, continuer de tuer le peuple, continuer de ne pas s'imposer alors que nous avons cette armée qui va s'imposer dans la sous-région. Elle va imposer la paix, mais quand elle vient chez elle, c'est la désolation. Le professeur, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui, mais comme je l'ai dit auparavant, moi, j'éprouve de la peine vraiment à parler de notre armée parce que quand elle va en mission, elle se montre exemplaire. C'est pourquoi nous disons que nous ne demandons pas à l'armée togolaise de prendre parti des gens qui luttent pour le changement. On lui demande d'être neutre. C'est-à-dire que d'être un observateur qui ne prend pas parti. Mais aujourd'hui, au Togo, ce n'est pas le cas. C'est notre problème. Au Togo, vous voyez le colonel Yark, qui est un officier de haut rang. Vous voyez Akadjazi, qui est un officier de haut rang, qui se permettent de se mettre en effigie du RPT pour aller, de l'Uni, Parti uni, pour aller au Congrès. Et demain, on se met en treillis pour être militaire. Ça ne sonne pas bien. Quelle que soit notre bonne volonté, pour leur donner le bénéfice du doute, on ne peut pas le faire. Parce qu'il nous a déjà montré en plein jour que nous sommes du côté du pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça le problème. Je vais paraphraser quelqu'un qui a dit que si votre Dieu ne parle pas votre langue, vous n'avez pas de Dieu. Moi, je vais dire, si votre armée n'écoute pas le peuple, vous n'avez pas une armée. C'est une façon de paraphraser. Moi, personnellement, c'est de la peine pour moi de dire que nous ne pouvons pas faire confiance à notre armée. Pourtant, elle est là. Et pourquoi est-elle là si on ne peut pas le faire? Parce qu'elle montre à tout niveau que nous avons un parti pris, il faut continuer par supporter. Sinon, aujourd'hui, si M. Faure Gnassingbé continue de violer la constitution togolaise en ne voulant pas associer les autres compétences à la gestion du pays, pourquoi? C'est parce qu'il compte sur l'armée, la fidélité de cette armée. C'est pourquoi à chaque fois quand il a des difficultés, il sera au camp pour demander une nouvelle allégeance. Il vient de le faire. La preuve, la première fois que Faure s'est exprimé par rapport à la crise, c'est dans un camp qu'il a fait. Pour être sûr que j'ai le soutien de l'armée, donc je peux faire ce que je veux. Et nous disons que si nous voulons faire de la politique, que l'armée soit notre arbitre. Qu'on puisse les politiciens nous parler et proposer nos idées, faire en sorte que le pays puisse avancer sans que l'armée n'intervienne pour faire quoi que ce soit en faveur d'un ou de l'autre parti. On ne demande même pas à l'armée de nous supporter, mais on lui demande d'être neutre, de faire en sorte que les politiciens puissent faire la politique et l'armée va protéger notre territoire. Mais ce n'est pas le cas. Et ce qui fait que nous sommes obligés de dire que l'armée demeure notre problème, mais nous savons qu'elle est capable de se reformer, mais pas avec le régime actuel. C'est pourquoi je vais profiter de cette occasion. Et pour tous les militaires qui me regardent aujourd'hui, qui me suivent aujourd'hui, dire à cette armée que tous les mensonges, n'est-ce pas, qu'on lui fournit, ne doivent pas être acceptés comme ça. Parce que, après ce régime, l'armée togolaise a son rôle à jouer et elle va jouer un bon rôle parce qu'elle saura ne plus prendre parti. On fera en sorte que cette armée soit neutre pour qu'elle ne puisse pas supporter un camp contre l'autre. Notre problème, c'est ça. Sinon, ce n'est pas que nous rejetons l'armée, non. Mais le rôle qu'elle joue maintenant n'est pas le rôle qu'elle doit jouer. Et nous nous demandons, n'est-ce pas, de nous laisser libres en tant que politiciens et elle n'a qu'à se mettre à l'écoute pour qu'elle puisse défendre notre territoire. Tous les avantages que cette armée aura, si elle devait jouer ce bon rôle-là, seront plus
important que ce qu'elle a maintenant, puisque maintenant c'est une minorité qui a cet avantage-là. La majorité de ces militaires-là n'ont rien. Et nous voulons que tous les militaires en bénéficient, qu'ils puissent soigner leur famille, qu'ils puissent aller où ils veulent, qu'ils puissent faire en sorte qu'ils vivent bien au Togo aussi. C'est tout ce que nous voulons. Mais avant d'en arriver là, il faudrait qu'elle cesse d'apporter son soutien inconditionnel à une seule famille qui gère le pays depuis 50 ans. C'est notre problème. C'est tout ce que moi j'ai ajouté par rapport au problème de l'armée. Merci donc le professeur. Revenons rapidement à M. Yves Kenao. Je pense que vous avez quand même suivi le dénouement de M. Credo et le professeur. Nous savons aujourd'hui que l'armée togolaise, comme je vous ai donné l'effectif, est de 72 074. Dans ces 72 074, nous avons 10 074 uniquement dans le nord et 3 000 dans le sud. Nous voyons aussi qu'à Pia, le village du président de la République, il y a 3 000. Et maintenant, les 7 074, c'est maintenant aussi les gens du nord. Mais, Monsieur Kenao, nous voyons que cette armée, comme l'a dit le professeur, elle devait être neutre. Elle ne l'est pas. Non seulement elle est clanisée, mais elle intervient de manière un peu brutale. Est-ce que, sur ce fait-là, faut-il conscientiser le peuple ou bien conscientiser l'armée, ou encore, est-ce qu'on doit remercier l'armée? Voilà, je voudrais tout simplement dire ceci. J'ai apprécié l'intervention de mon grand frère Credo. Tout ce qu'il a dit, j'ai dit tout ça là aussi l'autre fois. J'ai bien dit, le grand bénéficiaire de l'armée, de la conférence nationale souveraine, c'est bien l'armée. Et je dis bien que c'est le moment d'arriver à prouver à l'armée que ce changement-là, le grand bénéficiaire de ce changement-là serait encore cette armée. C'est ce que nous n'arrivons pas jusqu'à présent à faire. Il y a une crise de confiance entre l'armée et le reste du peuple. Il y a une grande crise de conscience. L'armée se dit ceci, sans le dire ouvertement. Si nous lâchons Fort Gnassingbé, est-ce que ceux qui vont venir là, vont-ils nous protéger? C'est la question. C'est que des fois, pour résoudre un problème, pour comprendre quelqu'un, essayons de rentrer dans la psychose de la personne. Si nous abandonnons Fort Gnassingbé, ceux qui vont venir, est-ce que nous aurons leur confiance? Mais, monsieur Kenao, avant de continuer, nous avons vu le cas de la Côte d'Ivoire. Oui. Quand le président Alassane Ouattara est venu, il ne s'est pas servi de l'armée que M. Gbagbo l'aura mis en place. Mais il a mis en place son armée. Il a redynamisé l'armée. Ceux qui étaient chefs d'état-major, sinon à la tête même de l'armée, il les a tous fait ambassadeurs. Un chef officier, sinon quelqu'un qui est major, il a fait au moins, comment je peux dire, ambassadeur. Croyez-vous que celui qui va venir prendre les rênes du pouvoir de l'armée togolaise, sinon être le suprême, comme on le dit, croyez-vous que ce monsieur ne va pas quand même s'asseoir avec l'armée pour la redynamiser non seulement à son aise, mais à l'aise même du peuple, comme le peuple le voulait? Voilà. Ce que je voulais dire, tu ne m'as pas laissé finir. Ce que tu dis là, c'est fini. Aucun président ne va arriver et garder l'armée telle qu'elle est, dans sa structure. Non. Aucun. Le nouveau qui va arriver fera des remaniements. Mais c'est là que je dis, jusqu'à présent, c'est ça cette crise de confiance entre l'armée et le peuple. Et le reste. C'est ça qu'il faut que nous arrivions à résoudre. Si nous arrivions à prouver à la majorité de ces militaires, de cette armée, que
tout ce qu'ils ont comme avantage aujourd'hui, ils les auront. Même mieux, je sais que cette crise de confiance sera résolue. Je le répète encore, et c'est ça quelque part le problème du peuple togolais. Le Togolais veut parler, mais il ne veut jamais parler avec l'armée. Bon, je comprends, certains ont peur du passé de cette armée, du passé brutal de cette armée. Merci. Peut-être M. Flore réellement ne veut pas impliquer l'armée dans toutes sortes de discussions. Est-ce que c'est Fort qui ne veut pas impliquer l'armée? Mais il est le suprême, le chef suprême de l'armée. Il est le chef suprême de l'armée. On ne sait pas encore non. si c'est Fort qui ne veut pas ou ce sont les autres qui ne veulent pas. Mais maintenant, c'est ce que je dis. Si nous arrivons, le professeur a abordé ce côté-là. Comment faire pour réellement faire comprendre à l'armée que le grand bénéficiaire, c'est cette même armée? Comment faire? Si nous arrivons, c'est ça, il faut trouver l'équation. Si nous arrivons à trouver cette équation, alors nous parlons, je suis sûr que l'armée togolaise sera neutre. Mais les gars là ont peur de leur futur. Si le Togolais ne veut pas dire la vérité, le militaire, l'armée togolaise a peur de son futur. Quelle est cette peur? Allez le demander. Si elle est peut-être, si Fort n'est plus là, celui qui va venir ne va pas essayer de gonfler un peu leur salaire. Non seulement ça, nous avons trop crié négativement leur nom. Nous avons tellement chanté négativement leur nom qu'ils ont peur des représailles, des tombées. Alors c'est ce que je dis. Ce sont des êtres humains après tout. C'est le tri qui fait la différence. Si nous arrivons, je répète ça encore, parlons avec nos frères en uniforme. Ayons une discussion nette et claire. Je ne parle pas de ces histoires de « nous vous aimons ». Non. Restons ensemble et demandons-leur, regardons-les dans les yeux et demandons-leur qu'est-ce que vous pouvez apporter à cette nation. Dites-nous ce que vous pouvez réellement apporter au développement de cette nation. Et à partir de là, nous les allons le tenir responsables de ce qu'ils ont dit, on les su. Mais jusque-là, le Togolais a toujours évité ce dialogue entre le politique et l'armée, alors que l'armée a une influence au Togo. Je parle bien du Togo sur le politique. Je m'arrête là. D'accord. Monsieur Credo, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Est-ce que réellement, avec tout ce que nous voyons, de qui, du peuple ou de l'armée qu'il faut réellement conscientiser? Ce n'est pas question de conscientiser, c'est confiance. Monsieur Credo, est-ce que vous êtes là? Oui, je comprends ce que allez-y. M. Kenawe est en train de dire. Et puis, sur la seule argument selon lequel le Togolais est contre l'armée, tout ça là, moi, je peux vous parler de quelqu'un qui a eu un témoin de 10 ans. 10 ans, c'est beaucoup, hein? J'ai 60 ans. Dans mes années d'adulte, j'ai passé 10 ans dans cette armée. Au Togo, des fois, quand tu passes en uniforme, tu es adoré par les gens. Les civils, ils t'apprécient beaucoup. Il y a un système qui s'est imposé. C'est diviser pour régner. Ce système a bien marché pour maintenir l'armée togolaise comme un chien en laisse. Oh, ces gens-là ne vous aiment pas, ils vont vraiment... Non, c'est ce qu'on a inculqué dans la tête du militaire togolais. Si il n'y avait pas ce problème où on a fait croire que les civils... Quel est le régime qui va venir et qui va aller? Moi, je n'ai jamais. Depuis que moi, j'ai été dans cette armée, j'ai encore des gens avec qui j'étais content dans cette armée. J'ai des amis, des officiers, de généraux jusqu'à et officiers supérieurs. Je connais même des gens de troupes dans cette armée. On n'attaque pas le militaire Togo, on ne s'attaque pas au militaire togolais comme si on voulait vraiment les nuire. C'est la mentalité qu'on a fait. Bon, il y a, tu sais, le vin est tiré, il faut le boire. On a une armée, elle est telle, il faut la prendre comme telle. Mais de toute façon,
il faut qu'on arrive à mettre l'armée en confiance. Si je dis mettre l'armée en confiance, par exemple, il y a un débat qui a été lancé par Monseigneur Podro. C'est lui l'archevêque qui avait dirigé la conférence nationale souveraine et après la conférence, on est parti séquestrer les députés. Il disait par exemple, il faut que les militaires soient invités pour suivre le dialogue parce qu'ils sont une partie composante. Et je suis d'accord à 100%. J'ai vu des commentaires sur les réseaux sociaux. On disait, Monseigneur Podro, qu'est-ce qu'il nous propose? Non, il faut quand même être objectif. Il faut être optimiste mais réaliste. On a une réalité en face. C'est l'armée qui a, avec Ponya Singbe, qui détient le pouvoir. Et on doit conjuguer avec eux. Cette armée, moi je crois qu'en essayant de les amadouer, on aura eu à la main. La première personne à pouvoir aider ça, c'est que si Ford décide de ne plus continuer sa présentation, se présenter en 2020 et continue, là, l'armée sera quand même relâchée. Sinon, si l'armée est derrière lui, il y a difficulté à les dissocier. L'armée, on peut quand même conjuguer avec cette armée. C'est des hommes intelligents, ils sont bien instruits et ils ont une formation surtout. Et tous les officiers font des formations à l'extérieur. Ils sont très bien formés. Seulement, c'est quand ils rentrent qu'on en fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont échangeables. Mais ça dépendra de comment on peut changer la tête, le commandement. Merci, monsieur Credo Emmanuel. Le professeur, on se sert de cette armée togolaise pour régler des comptes personnels. Nous avons vu le cas de Luc Kwaka Nyasingbe. On use aussi de cette armée pour brutaliser, intimider, torturer, tuer le peuple togolais. On a aussi utilisé cette armée pour sommairement exécuter plus de 100 autres officiers et soldats lors de l'épuration ethnique et des vaillants soldats démocratiques de l'armée togolaise dans la nuit du 24 au 25 mars 1993. Monsieur le professeur, si demain, quelqu'un prenait le pouvoir et qu'on vous nomme Premier ministre, comment est-ce que vous allez redynamiser cette armée togolaise qui réellement, sur le plan, une armée qui est le plan régional de la sous-région, qui est une armée qui est très bien vue? Vous savez aussi que c'est une armée qui est vraiment militarisée sur le plan mondial. Je dis bien militarisée sur le plan mondial. Monsieur le professeur. Oui, rapidement, il faut parler de réformes. Quand on parle de réformes, ce n'est pas seulement réforme politique. Il y a aussi réforme de l'armée togolaise. Et cette réforme signifie que nous allons amener les gens à comprendre que vos intérêts se trouvent dans le changement qui va apporter le meilleur vivre à tous les Togolais. C'est-à-dire vos parents, vos jeunes frères qui sont restés. Votre place en tant que militaire est aussi là. Vous avez une place de choix à jouer dans la vie d'une nation. On en a besoin. Et c'est pourquoi nous allons amener cette armée à comprendre que être militaire, c'est non seulement avoir choisi être au service de son pays, mais aussi on peut être libre de ses pensées. Et il va falloir créer une manière de faire qui pourra permettre à l'armée, aux militaires, n'est-ce pas, de pouvoir avoir leur opinion quand les actes leur sont imposés. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sans pour autant, n'est-ce pas, démanteler l'armée. Et les officiers là, ils ont été formés à coups de millions du contribuable togolais. Moi, je pense même que l'armée togolaise est sous-utilisée, puisqu'elle est utilisée seulement pour la sécurité d'un seul homme.
Il faut qu'on le dise, il faut être clair. Mais il y a dans cette armée-là des gens intelligents, il y a des gens avec des doctorats. Mais qu'est-ce qu'ils en font avec ces doctorats? Rien du tout. Mais tous ces gens-là, il faut les mettre au service du peuple. Ils vont enseigner à l'université. Ils vont servir dans les bureaux comme des directeurs techniques pour faire avancer le pays. Il y a des médecins parmi eux. Il y a plein qu'on peut utiliser. Il suffit seulement de les réformer et ils vont servir le pays. Aujourd'hui, l'armée est sous-utilisée parce qu'on les concentre à la sécurité d'un seul individu. Il faut être clair par rapport à ça. Et le reste, on s'en fiche pas mal. C'est ce domaine-là qu'il faut rapidement réformer pour faire en sorte qu'aucun soldat ne pourra perdre son boulot parce qu'il y a changement. Non, au contraire, il sera récompensé. Parce qu'il est sous-payé d'ailleurs. Il faut le dire. Je vais vous donner un exemple. Quand les militaires, nos soldats vont par exemple au Mali, en Côte d'Ivoire pour le maintien de la paix. Lorsqu'on paye directement aux soldats ivoiriens 300 000 par mois, l'armée togolaise, les militaires togolais n'ont pas leur argent directement. On verse ça à l'armée togolaise et on leur donne ce qu'on veut. Tout ça là, c'est de la tricherie. Ils ne méritent pas ça. Tout ça là, nous avons ça en vue. L'armée togolaise doit bénéficier de son travail. Elle doit pouvoir vivre de sa sueur. Mais elle ne vit pas. Elle souffre. Et nous, ça nous fait mal. Parce qu'elle n'arrive pas à voir que c'est parce que le système a fait 50 ans qu'il ne s'occupe pas d'elle. C'est ça le problème. Il faut faire en sorte que l'armée comprenne que son service pour le peuple, nous sommes reconnaissants. Et nous allons la récompenser parce que nous savons qu'elle va faire le travail de tous les Togolais, pas le travail d'un seul individu, non. Elle sera au service du Togo et elle pourra bénéficier de ce dont elle aura besoin pour vivre mieux et pour faire en sorte qu'elle puisse être en harmonie avec son peuple. Et elle va embrasser son peuple tous les jours. Merci. Monsieur le professeur, est-ce que vous pouvez répéter votre dernière partie-là intégralement 1000 fois? Est-ce que vous pouvez diffuser cette partie-là 1000 fois afin qu'elle puisse atteindre les points les plus reculés du Togo? Parce que ce point que vous venez de souligner est un point très 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 important. Que les hommes en uniforme au Togo comprennent que tout ce qu'ils ont à faire, c'est que de faire confiance à ce changement du futur en ce qui les concerne. Est-ce que vous pouvez diffuser ça? Rien que cette partie-là, rediffuser ces idées-là, pour que ces idées-là rentrent même dans les têtes des plus petits du Togo. Oui, monsieur Kenao, je vous fais savoir que Tempo Afrique TV est devenu une télé internationale et vraiment bien suivie, même en Afrique, au Togo. Et je sais que nos paroles ne vont pas tomber dans de sourdes oreilles. Merci. Je pense que les gens vont rapporter cela à l'armée togolaise. Je pense que l'armée togolaise est en train de nous suivre. Parce que je sais que cette armée, elle n'est pas insensible par rapport à ce qui se passe. C'est pourquoi nous renouvelons notre appel. Tous les politiciens en parlent. Les politiciens de haut rang ne pensent pas que l'armée togolaise doit être punie ou quoi que ce soit. Non. Tous ces politiciens pensent qu'il faut trouver une place de choix à notre armée pour qu'ensemble, on puisse avancer. Parce que, comme je l'ai dit, un État sans armée n'est pas un État. Mais un État avec une armée qui constitue un obstacle épistémologique n'a pas d'armée. C'est pourquoi nous lançons cet appel encore et nous allons continuer par le faire. Que nous voulons mettre nos frères militaires en confiance. D'ailleurs, quand on se voit en ville, on se salue. Mais pourquoi quand il y a quelque chose, on devient des loups pour les autres? Ça veut dire que quelque part, nous pouvons vivre ensemble. Moi, je vais vous donner un exemple. Quand moi, je dirigeais le conseil des étudiants au campus dans les années 95, moi, à mon temps, on déversait les soldats au campus, mais aucun soldat n'a touché à aucun étudiant à mon temps. Qu'est-ce qu'on faisait? Quand on les déversait, on formait des groupes. On dit, allez sensibiliser ces militaires-là
par rapport à nos problèmes, puisque c'est nos frères. Moi, devant moi, un militaire, le commandant est venu dire, est-ce qu'on vous a envoyé ici pour disperser les manifestants ou bien pour causer avec eux? Mais on n'a rien fait, on n'a pas fui, on les parle, ils n'ont rien fait. Je vais vous faire une confidence. J'avais dirigé une grève en 1994. La grève a fait 2 semaines, le campus était fermé. C'est la grève la plus longue de l'histoire de l'université, disons moderne, disons à partir des années 90. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les étudiants togolais ont marché sur le rectorat, pendant que j'étais au rectorat à l'intérieur du rectorat en train de discuter, le jeune commandant, il était un jeune lieutenant qui était en faction pour maintenir l'ordre. Il n'a pas pu maintenir l'ordre parce que les étudiants criaient tout ça. Il est venu m'appeler. Il dit, monsieur Issifou, je ne comprends pas vos amis, venez leur parler. Quand je suis sorti, j'ai pris la parole, je leur ai demandé, est-ce que, camarades, nous sommes en négociation. Est-ce que vous voulez retourner au campus dans le calme? Ils me disent non. Comme on t'a amené ici, on ne sait pas s'ils vont vous enlever ou pas, on reste là pour veiller. Il dit, alors, si vous voulez être ici, je veux que tout le monde s'asseye. Je vous dis, en 1 seconde, près de 5000 étudiants sont assis par terre. C'est comme ça que le lieutenant a tourné me regarder. Il dit, vous là, il dit, bon, c'est comme ça. Ce n'est pas une question de force. On se parle, on se comprend. On peut se parler, on peut vous aider à faire votre travail, monsieur le lieutenant. C'est comme ça. Donc, on se comprend. On se comprend, on peut se comprendre. Nous avons des moyens pour convaincre cette armée-là, mais l'obstacle est encore là. Tant que Faure Gnassingbé est au pouvoir, l'armée n'aura pas le courage. C'est le problème. Elle n'aura pas le courage de nous approcher ou bien de nous écouter. La preuve, lorsque l'opposition a fait un clin d'œil à l'armée lors d'une marche, les gens tenaient des fleurs. Elle a refusé de prendre. Ce n'est pas parce qu'elle ne voulait pas, mais elle avait peur des représailles au camp lorsqu'elle va se rendre là-bas, après avoir pris des fleurs des mains des autres Togolais. C'est ça le problème. Maintenant, est-ce que l'armée togolaise peut surmonter cette peur-là? Bien sûr, elle le peut. Maintenant, c'est ce que nous attendons. C'est pourquoi encore, quant à l'avenir de l'armée togolaise, je demande à ce que l'armée soit rassurée. Il ne faut même pas qu'elle ait des doutes par rapport à son sort après le changement. Parce que nous avons besoin d'elle et nous allons vivre ensemble avec elle. C'est ce que nous pensons. Il n'y aura jamais de chasse aux sorcières au Togo. Parce que le Togolais s'est pardonné. Et nous voulons vivre avec notre armée. Mais nous voulons lui demander d'être en confiance et d'arrêter de supporter un camp contre un autre. C'est tout ce que nous demandons. Merci donc. Ça, c'est la parole donnée du nouveau ministre, du nouveau premier ministre togolais. Je pense que les militaires ont compris et ils vont quand même essayer. Je n'ai pas dit de faire votre travail, mais il vous rassure, le premier ministre vous rassure que vous n'allez pas craindre. Vous allez être au beau fixe, quoi qu'il en soit, parce que vous êtes dérisoire. Partout où vous passez, c'est malheureux. Pour ceux qui veulent participer à cette émission, vous pouvez appeler le 612 224 2020 ou bien le 612 454 72 00. Alors, monsieur Kenao, je reviens à vous. Ouais. Je reviens à vous. Ouais. Des soldats militaires et gendarmes, je dis bien soldats militaires et gendarmes, sont envoyés pour garder les maisons des beaux-parents et intimes du chef de l'État, de même que celles des maîtresses, des ministres et barons du régime cinquantenaire. Alors que l'armée togolaise, ou bien alors que lui-même Faure Gnassingbé avait dit que les forces armées togolaises ne sont pas des sociétés de sécurité ni de gardiennage. Alors, contradiction, monsieur. Non, mais il n'y a pas une contradiction là-bas. Ce sont des responsables et ce sont les membres
de famille de ses responsables. Même les maîtresses. Une maîtresse fait partie. Même les maîtresses. Même les maîtresses. Et vous croyez que... Parce que le président, parce que le président de la République peut se rendre chez sa maîtresse. Donc, si sa sécurité n'est pas faite. Donc, ceux qui vont garder ces maîtresses utilisent l'argent du pauvre contribuable togolais pour être payé, alors qu'ils doivent retrouver, ils doivent aller réellement assurer la garde de la population. Monsieur le journaliste, malheureusement, c'est ce qui se fait pour les hommes politiques. Malheureusement. Et qu'est-ce que vous en dites? Bon, ça c'est... Vous cautionnez ça? Ce n'est pas question de caution, c'est question de réalité. Le président de la République, partout où il se présente, doit être protégé. Or, on sait que la maison qui se trouve de l'autre côté de l'Endel, sa maîtresse doit être protégée. Sa maîtresse est là-bas. Il se reste chez sa maîtresse. Sa maîtresse doit être protégée. Un président de la République. Mon ami, nous sommes africains. Mon ami, nous sommes africains. Depuis fort, il n'est pas marié pour le moment. Le président de la République n'est pas marié, à ce que je sache. Puisque vous le dites, est-ce que Florent Yassingbe mérite-t-il d'être à sa place? Avec cette exagération, avec ce manque de gestion et d'incapacité notoire. Nous verrons la prochaine fois lorsqu'il va se présenter. S'il arrive en 2020, on verra si le peuple va lui accepter ça. Sinon, si les tests disent que quelqu'un de ce genre ne peut pas être président, bon, je ne vois pas pourquoi il a été. Mais si les tests ne le disent pas et que c'est d'une manière morale, hein, on verra. C'est au peuple de le sanctionner. En Afrique, ça c'est une autre histoire. Je pense que le peuple comprend. Le peuple a déjà sanctionné parce qu'elle s'impose à son départ immédiat. Voilà. Et puis, d'ores et déjà, je crois que... Sinon ça, même dans les pays développés, ça existe. Par exemple, le chien d'un président, le chien du président de la République a tous les soins que un contribuable américain ou français n'a pas. Hein? Tu sais, il y a un adage là, simple fonctionnaire, simple maquilleur de Emmanuel ou de Sarkozy, je pense que celui de Sarkozy gagnait 8 000 € par mois. Simple maquillage. Est-ce qu'il y a une fonction? C'est pourquoi ouais, le Premier ministre, le professeur Issoufou arrive aujourd'hui pour redynamiser l'armée. Voilà. Donc, monsieur, c'est question de bon sens, hein, c'est question de bon sens. Quelqu'un d'autre dirait non, je n'ai pas besoin de ça. C'est question de bon sens. D'accord. Monsieur le professeur, est-ce que vous voulez dire quelque chose avant de passer à Emmanuel, Credo Emmanuel, parce qu'il a beaucoup de choses à dire? Ouais, par rapport au fait que le chef de l'État et sa suite ont des sécurités, ou bien c'est ça, non? Ouais. Oui, allez-y. Oui, bon, moi je pense que, moi je suis un peu réticent à parler des vies privées des gens. Donc, si Ford ne veut pas se marier, ça c'est son problème. Et seulement que, on dit souvent que quand on parle d'un État, l'État constitue une copie conforme de la famille. C'est-à-dire que le chef de l'État est chef de famille. C'est là où un peu, ça fait un peu mal parce que l'exemple n'est pas tellement donné. D'ailleurs, si M. Yves Kenaou nous dit que sa maîtresse de l'autre côté ou de l'autre côté doit être, c'est pas entretenue ou bien sécurisée, bon, je ne pense pas qu'on puisse dépenser de l'argent sur une dizaine de maîtresses pour une seule personne. Ça, c'est déjà trop pour le contribuable togolais. C'est pourquoi nous sommes obligés de rentrer dans la vie privée pour dire que non, on conseillerait au chef de l'État de choisir une première dame dont les Togolais en ont besoin pour au moins non seulement diminuer les dépenses de l'État, mais aussi faire l'honneur, n'est-ce pas, de l'État togolais. C'est tout ce que les Togolais disent, sinon ça fait c'est sa vie, on s'en fout. Mais c'est qu'il représente le Togolais. C'est pourquoi nous sommes obligés, c'est un homme public, donc il ne peut pas s'en dérober. Il est un homme public, donc une personnalité publique, donc on ne peut pas oublier sa vie privée, comme on le fait ici. Vous avez vu en Amérique ici ce qui se passe autour du président Trump. Donc ce n'est pas trop exagéré de parler de ça. Mais
Moi, j'ai dit que c'est sa vie, mais s'il pouvait faire en sorte que ces dépenses-là soient un peu amoindries, même s'il veut garder sa vie privée, bon, nous, on serait un peu contents parce que là, on n'a rien à foutre. Parce que parmi nous ici, c'est pas quelqu'un qui entretient, si on avait des copines, c'est pas quelqu'un qui les entretient, donc personne ne va nous dire pourquoi tu as des copines, n'est-ce pas? C'est ta conscience. Mais chez lui, ce n'est pas le cas, c'est pourquoi les gens en parlent. Donc bon, c'est peut-être pourquoi on s'invite dans sa vie privée, sinon on n'en a pas besoin. Ouais. Monsieur Credo Manuel, ouais. Est-ce que nous pouvons dire que l'armée togolaise est à l'origine de la crise togolaise que vit le Togo quand on parle de l'assassinat du premier président démocratiquement élu, Sylvanus Olympio, pour l'implosion du général Eyadema? Alors, Monsieur Credo, est-ce que vous m'avez entendu? est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Est-ce que l'armée togolaise est-elle à l'origine de la crise politique au Togo du fait de l'assassinat du premier président démocratiquement élu, Sylvanus Olympio, pour l'implosion du général Eyadema? Vous savez, l'armée togolaise a été bâtie sur certains principes. Et ces principes ont été toujours de la voir comme garde-fou, de la voir comme et puis l'utiliser comme objet de la défense du pouvoir. Monsieur Credo? Monsieur Credo? Depuis que l'armée togolaise est formée, à part que l'armée est envoyée pour faire des missions de paix à l'extérieur du pays, on n'a jamais eu à être attaqué par un pays extérieur. Je vais vous citer cas par cas des raisons pour lesquelles l'armée a été utilisée. On les appelle des agressions. En 1977, on a dit que l'Osam voulait faire un coup d'État. Il y avait des armes qu'on a trouvées dans une pizza. L'armée a été mobilisée. Et c'est là où on a eu à utiliser l'armée comme agression terroriste. En septembre 2000, en septembre 1986, l'armée a utilisé contre des agressions terroristes. Cette armée a été formée pour protéger le régime. Et pour eux, le régime, c'est Eyadema, et après Eyadema, c'est son fils. Maintenant, quand on parle de changement, il y a un travail d'éducation à faire. Ce travail d'éducation, c'est de faire comprendre à l'armée qu'après ce président, vous aurez toujours votre place. Et que tout ce qu'on vous demande, c'est de rester neutre. Rester dans la neutralité. Quand on parle de la diaspora, elle est plurielle. Il n'y a pas que les gens qui veulent un changement. Il y a des gens qui supportent encore le régime en place et d'autres qui veulent un changement. Maintenant, ceux qui supportent le régime en place, votre émission Grand Débat est bien placée pour avoir des gens qui peuvent confronter leurs idées. La démocratie, c'est la confrontation des idées. Par exemple, si quelqu'un comme M. Yves Kenao veut défendre l'armée ou bien vouloir que Fort continue, on s'assied à une table et il me dit, il donne les raisons pour lesquelles, après 50 ans d'une même famille, on peut toujours croire ou permettre à quelqu'un de continuer par diriger un pays sans qu'il nous montre, nous montrer ce qu'il a fait pendant les 38 ans de son père, même si on le barrait. Bientôt, il aura 15 ans.
Il n'y a pas d'aspirine, il n'y a rien au pays. Les richesses du pays sont exploitées. Maintenant, moi, je le dis toujours, quand on parle de changement de régime, que ce n'est pas un problème ethnique. Je m'en fous éperdument qu'un Kabylie, qu'un Losso, qu'un Moba, qu'un Nadja, qu'un Thème, ou bien viennent au pouvoir. Mais l'essentiel, c'est qu'on a joué un disque pour une même famille. On a écouté cette musique pendant 50 ans, c'est un disque rayé. Maintenant, si on me dit que cette famille, qui d'abord se forme à diviser, la famille, nous ne parlons même pas de famille encore, parce que la famille a été disloquée. Il y a le commandant Bokor qui a dit que les Kabylies n'ont pas de couilles. Les Kabylies n'ont pas de couilles. Si les Kabylies avaient des couilles, ils sont les majorités, ils devaient s'occuper de ce fort. Mais ils ont laissé le fort emprisonné. Et Bacha, il s'est occupé de il a pris l'armée en charge et il fait l'appui le bon temps avec l'armée. Donc, discutons en tant que Togolais, discutons en tant qu'Africains, quelles sont les raisons pour lesquelles, après 50 ans de règne, on va vouloir que une seule famille continue. Est-ce qu'il n'y a qu'une seule famille qui existe au Togo? Le Togo a 7 millions d'habitants, avec des gens aussi compétents, plus compétents que Franck Yadimé, qui s'adressent à la nation 2 fois dans l'année. 2 fois dans une année. Et ce gars, il a fait des milliardaires autour de lui et il veut continuer. Donnez-moi la raison valable pour qu'on en discute. Donc, je vais vous dire, le grand boulot qu'il y a à faire, c'est d'éduquer cette armée. C'est de pouvoir essayer de les faire comprendre que on ne vous en veut pas. Vous aurez votre place. Et dès qu'on aura fait ça, peut-être tout doucement, il y aura une lueur qui se pointera à l'horizon pour un changement au Togo. Merci. Merci, monsieur Credo. Vous êtes à l'émission Grand Débat sur Tempo Afrique. Pour ceux qui veulent participer, vous pouvez appeler le 612 224 2020, 612 454 7200. Alors, monsieur Kenao, avant de pouvoir passer au deuxième volet de notre grand débat, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Non, je suis très content que mon grand frère Credo soit revenu au bon sens, parce que c'est maintenant qu'il tient un langage vraiment important quand il dit qu'on doit faire, on a une mission, c'est de faire comprendre à l'armée qu'ils n'ont rien à craindre. À l'armée, quand je dis l'armée, les soldats, les hommes en uniforme, on doit les faire comprendre qu'ils n'ont rien à craindre, que personne n'en veut à leur vie. Ça, c'est vraiment capital. Et je l'ai dit, et je l'ai toujours dit dès le début, parce que si vous vous approchez d'eux, vous allez vous rendre compte que quelque part, c'est cette crainte-là qui les anime. Parce que si cette crainte-là les animait, je suis sûr que les gens vont affronter le petit groupe. Quand je dis affronter, les gens vont désobéir à l'ordre du petit groupe. Vous savez, en Union soviétique, ceux qui ont fait l'Union soviétique vous diront combien le régime est tellement strict. Quand même, les gens arrivent à être des dissidents. Les gens arrivent à quitter le régime. La Corée du Nord est un exemple palpable. Les gens arrivent à fuir. Moi, je suis conscient et confiant que si nous continuons le travail de sensibilisation, je vous dis, je l'ai déjà dit dans mon émission et dans l'autre semaine, dans votre émission, M. Nyawa, je l'ai dit, si nous sensibilisons, si nous parlons à nos frères en uniforme, si nous tenons un langage sincère, je vous dis, avant la fin de l'année, nous allons voir les résultats. Et nous avons déjà commencé par voir les résultats parce que le comportement de l'homme en uniforme, avant le nouveau langage que nous tenons, n'était pas comme ça. Ils se rendent compte, ils nous suivent et ils savent qu'ils sont des pères de famille.
Après eux, ce n'est pas le déluge. La vie continue après eux. Donc, M. Credo, merci beaucoup pour l'appel que vous venez de lancer maintenant. Et si vous pouvez, franchement, mettre ça en pratique autour de vous, que ce message-là, je le dis encore, comme je l'ai dit pour le professeur, autour de vous, que ce message-là soit multiplié. Autour de moi, je ferai ce même travail. J'essaierai de faire comprendre les gens que nous tous, les hommes en uniforme et nous-mêmes, nous sommes un. Que nous n'avons qu'une seule chose en tête, l'intérêt du peuple togolais, l'intérêt de la population togolaise. Et c'est en cela que je dis que nous avons un travail de fond à faire. Commençons ce travail et continuons-le jusqu'à ce que nous ayons le fruit. Merci donc, mon cher Kenado. Avant de passer à la pause publicitaire, je vais essayer de donner la parole au professeur. Monsieur le professeur, ou bien, il ne sait pas si Credo veut intervenir. Professeur? Oui. Professeur, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne. D'accord. Professeur, je crois que vous êtes quand même le plus connu à la diaspora et vous voulez réellement réunir toute la diaspora togolaise. Mais nous avons l'impression que nous avons deux types de diaspora. Une diaspora qui est vraiment, qui sert le président Faure Gnassingbé et une autre diaspora qui est la cause du départ de Faure Gnassingbé. Monsieur le professeur, je pense que vous avez quand même ce qu'on appelle dans ces jours, vous voulez faire une petite conférence. Est-ce que vous avez les thèmes, sinon les prérogatives, sinon les défenses pour pouvoir réunir toute la diaspora togolaise pour qu'elle soit une, pour qu'elle soit réellement une et indivisible? Oui, bon, je pense qu'en démocratie, il faut permettre cette pluralité, n'est-ce pas, à notre sein. Parce qu'on ne peut pas parler de démocratie sans vouloir des avis ou bien des opinions contraires. Et donc, ceci étant, moi je pense que nous avons, bien sûr, ce n'est pas toute la diaspora qui milite pour le changement au Togo, puisque, comme on l'a dit, les intérêts gouvernent le monde. Dans la diaspora togolaise actuelle, il y a des frères, des sœurs qui tirent profit du maintien du régime. Et donc, moi, je pense qu'ils sont dans la minorité, du moins parce que depuis là, nous avons demandé personnellement partout où j'ai été invité à débattre, que ce soit à la radio ou à la télé, comme je le fais maintenant, j'ai toujours souhaité qu'on puisse mettre en face de moi un homme ou bien une femme de la diaspora qui soutient le régime. Je n'en ai pas trouvé. Il n'y en a plus. Peut-être que les gens se cachent. Donc, s'ils se cachent, ça veut dire que quelque part, la cause qu'ils défendent n'est pas une cause qu'il faut défendre. Sinon, si vous croyez à la cause que vous défendez, vous ne vous cacherez pas. Donc moi, je vais dire que nous, on se connaît, la diaspora combattante, la diaspora qui veut soulager le peuple togolais, c'est à cette diaspora-là que moi je m'adresse. Nous allons nous retrouver et pour juste discuter des voies et moyens, n'est-ce pas, qui feront que nous n'allons pas dupliquer les efforts, c'est-à-dire que si un groupe ou bien un mouvement ou une association a déjà posé ses valises dans un dossier donné, il ne faudrait pas qu'un autre groupe de la même diaspora pour la même cause aille faire la même chose. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé l'appel pour qu'on puisse voir comment éviter d'aller se contredire au niveau, n'est-ce pas, des démarches que nous menons pour le Togo. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai lancé l'appel et j'invite toute association, y compris les associations qui militent en faveur du maintien du régime. Elles sont bienvenues parce que, qui sait, si on arrive à trouver des arguments un peu convaincants, ils pourront nous rejoindre. Parce que c'est pour le Togo que nous nous battons. On ne se bat pas pour devenir quelque chose parce qu'en tant que diaspora, la plupart d'entre nous n'ont rien à gagner, n'est-ce pas, aller être directeur de cabinet parce qu'ils vivent bien déjà ici. Mais nous voulons que le peuple togolais se libère, que la nation togolaise puisse aussi rentrer dans l'histoire. C'est pourquoi on est engagé. Donc j'invite tout le monde qui pense comme moi à nous retrouver afin de nous échanger des idées et voir ce qu'il faut faire pour avancer ensemble dans l'unicité d'action, mais dans la diversité. Merci, monsieur le professeur. Je crois qu'on va aller directement sur le dialogue. On n'a plus assez de temps.
On nous dit qu'il reste quelques 25 à 30 minutes, mais on n'a plus assez de temps. On me signale ici. On va essayer, parce que c'est un dialogue qui est beaucoup important. On ne peut pas finir ce grand débat sans tu vas parler de ce dialogue. Et je pense que nous allons aller droit au but. Je vais commencer avec le professeur, comme il avait déjà la parole. Monsieur le professeur, oui. Aujourd'hui on va au dialogue. Ben, jusqu'à preuve de contraire, on ne voit pas la feuille de route de ce dialogue. Et non seulement ça, mais à quelques 2 jours de ce dialogue, l'armée fait allégeance au président de la République, Faure Gnassingbé. Alors, dans un premier temps, que cache cette allégeance? Et dans un deuxième temps, quels sont les points stratégiques de ce dialogue qui y ressortent pour que le peuple togolais soit aujourd'hui informé? Parce qu'on n'en sait rien. Oui, bon, pour le moment, je viens de vous envoyer un texte par à WhatsApp, M. Nyawa, une information que je viens d'avoir venant de l'hôtel du 2 février. Il semble que le communiqué devait sanctionner la rencontre d'aujourd'hui et qui devait nous informer par rapport à ce qui a été arrêté pour le début du dialogue n'aura plus lieu parce que c'est comme si il y a toujours des débats autour. Ils ont reporté ce communiqué-là demain matin. C'est-à-dire que pour le moment, le comité préparatoire n'est pas toujours encore arrivé à s'accorder sur certaines choses. Donc moi je pense que nous allons continuer par espérer que le bon sens va régner et que le dialogue tant attendu reprendra et commencera lundi. Mais pour l'instant, on ne peut que mettre des souhaits, puisque entre-temps, le dialogue ne s'est pas invité au Togo comme ça. Il n'est pas tombé du ciel. Le dialogue est né d'un fait, d'un constat. Il est né d'une crise qui a duré presque 5 mois et tout le monde a vu la nécessité de s'asseoir autour d'une table pour voir ce qu'il faut régler afin d'avancer. C'est-à-dire que, quelque part, ceux-là qui sont au pouvoir ont senti la nécessité de reconnaître que les revendications posées par les contestataires sont légitimes. Alors, il faut les écouter et il faut discuter afin de trouver des solutions. C'est pourquoi, d'ailleurs, je demande à ces politiciens-là qu'il ne faut pas qu'ils nous donnent un faux espoir. S'ils le font, le peuple prendra son destin en main et cela ne va pas être bon pour qui que ce soit. Je vais, avant de terminer, vous dire qu'à l'heure où nous sommes, je serai obligé d'emprunter les mots de Winston Churchill, le premier ministre anglais au temps de la Deuxième Guerre mondiale, qui disait en substance, "The die is cast, the Rubicon has been crossed, there is no turning back." Les dés sont jetés, le Rubicon a été franchi, il n'y aura pas de retour. C'est-à-dire que nul n'a le choix maintenant de retourner en arrière, jamais. Il faut continuer et il faut amorcer les conditions de l'alternance au Togo. C'est ça celle qui peut faire que le peuple va dire oui, nous sommes d'accord. En dehors de cela, tout ce que l'on va faire au dialogue sera vain et nul et de nul effet. Monsieur Credo Emmanuel, vous avez su qu'aujourd'hui il y a le dialogue. Croyez-vous que ce dialogue peut réellement amener le peuple togolais à résoudre cette crise? Et si oui, quels sont les points stratégiques que vous proposez pour ce dialogue? Ok, moi je trouve que il faut toujours être optimiste dans la vie. Il faut avoir espoir et il faut toujours continuer par croire que à un point, en tant que Togolais, on est obligé à vivre ensemble, on se partage le même territoire et il faut qu'on trouve des consensus pour régler les problèmes. Et trouver des consensus ne veut pas dire toujours de se faire rouler en farine comme on a fait depuis, surtout que Faure Gnassingbé a pris le pouvoir.
on est au total au 27e dialogue. Et à chaque fois, il y a toujours des recommandations et les trucs ne sont pas appliqués. À un moment, on nous dit que l'opposition ne veut pas, alors qu'il y a un gouvernement, on a passé par un gouvernement du nom national, on a fait tout et rien n'a marché. Donc, il faut toujours avoir espoir et l'espoir viendra de la manière dont les compromis se feront. Ce que moi je crois, c'est que à partir du mois d'août 2017, Tikpi Achadam, à travers son mouvement, a revitalisé la lutte au Togo. C'est pourquoi moi je me retrouve devant pour participer à un débat comme ici sur votre émission, parce qu'à un moment, on a tellement fait des trucs et on s'était enlacé, on s'était dit non, ça ne va pas changer. Ça nous a donné un peu plus d'énergie. Maintenant, est-ce que ce 27e dialogue, s'il faut faire naître une petite souris qui ne sera insignifiant, ça sera une perte de temps. Donc, il sera aussi du côté de la bonne volonté de beaucoup, mais surtout la bonne volonté du pouvoir en place. La bonne volonté de Faure Gnassingbé, qui doit savoir que j'ai déjà fait, je suis à mon 3e mandat. Et bien, il y a une polémique qui s'est née quand Monseigneur Podro disait sur une conférence qu'il a faite qu'il est d'accord qu'on laisse Faure terminer son mandat jusqu'en 2020 et qu'il ne se représente plus. Les gens ont fait des remue-ménages, commencé par dire non, ça ne va pas se faire. Moi, je dis plutôt de l'avis de Monseigneur Podro, parce que je me dis que on ne va pas continuer éternellement à se mettre dans la rue. Il faut qu'on arrive, si l'autre aussi accepte, parce qu'en matière de négociation, surtout en politique, on n'obtient jamais tout ce qu'on veut, que ce soit dans d'un cas ou de l'autre. Il faut que chacun perde un peu. Si Faure Gnassingbé veut à l'amiable finir un mandat et puis avoir tous ses droits de chef d'État et partir en 2020, ça sera un salut. Il aura fait vraiment du bien au peuple togolais. Mais si s'il dit à son camp, dans cette négociation, il n'y aura pas de compte à rebours, il n'y aura pas de remède, il faut remettre les compteurs à zéro seulement après 2020 pour que j'arrive à briguer en 2 autres mandats. Là, le Togo sera foutu. Je suis dans le ministère, je suis un pasteur, je crois toujours, mais je vous dis que si c'est le cas qui se présente, on ne va pas jamais sortir de l'auberge, on va toujours rester dans le truc là. Donc il faut que chacun perde un peu. L'opposition doit laisser Faure finir ses 2 ans et s'en aller avec tous les honneurs. Merci beaucoup. Et lui aussi, de son côté, doit accepter quitter pour ne plus se représenter en 2020. Mais au cas où les deux là échouent, les deux conditions là échouent, moi je ne vois pas comment on peut s'en sortir de la crise. À moins que l'opinion internationale mette la main dessus. Voilà, c'est ce que moi je crois et je pense qu'il faut qu'on arrive à faire un peu de chaque côté. Merci. D'accord. Merci Claude Manuel. Comme l'a dit Nabourama Farida, elle dit qu'il n'est pas question que Faure finisse son mandat parce qu'il a violé la Constitution.
Monsieur Kenao, je crois qu'on parle de ce dialogue. Nous voyons, comme Crédit l'a dit, plus de dialogues, plus de 25 dialogues. On est aujourd'hui au 26e ou bien 27e dialogue. Tout dialogue a toujours échoué. Et aujourd'hui, ce dialogue qui est mis en place, ce n'est pas un dialogue qui a été appelé par... Ce n'est pas un dialogue que le peuple a convoqué. Mais ce dialogue a été convoqué par la communauté internationale, la communauté africaine. Monsieur Alpha Condé, qui est d'abord en première position, monsieur le président ghanéen et encore bien d'autres. Monsieur Kenao, est-ce que nous ne sommes pas en face d'un club d'amis pour retarder les manifestations au Togo, pour ne pas que les Togolais se manifestent, pour que peut-être l'économie du Togo soit au beau-fils, pour que le gouvernement en place ait quand même beaucoup de temps pour se reconstruire? Tu sais, c'est comme si tu as lu ma pensée. Depuis que j'ai appris que c'est Alpha Condé enfin, c'est la Guinée et le Ghana qui sont allés à Lomé pour que les Togolais acceptent de se retrouver et de parler, j'ai dit que le dialogue là est teinté. En toute honnêteté, quel Togolais croit que l'opposition et le pouvoir sont prêts à se parler au Togo? Quel Togolais se dit que c'est honnêtement que l'opposition et le gouvernement au Togo veulent parler? Parce que le président lui-même n'a jamais pris l'initiative même de croiser l'opposition. L'opposition, elle a dit dès le début, l'opposition, elle a dit dès le début, pas de négociation. Mais on voit que c'est après le passage des Ghanéens et des Guinéens que les Togolais se retrouvent. Mais encore un fait très important, tout dialogue que j'ai connu, tout dialogue de nom qui veut se faire respecter à l'ordre du jour avant son ouverture. Et même après l'ouverture de notre dialogue, il n'y a pas toujours pas d'ordre du jour. Nous sommes dans les préparatifs. Alors qu'on devrait avoir quand même... Tout ça, ça devrait être fait. Une feuille de route. De deux, on devrait avoir un communiqué conjoint. On ne l'a pas parce que la délégation ghanéenne n'est pas encore arrivée au Togo. C'est pour te dire, monsieur Serge, que ce dialogue-là, en tout cas, moi je dis que l'opposition doit s'apprêter, doit être vraiment prête à expliquer au peuple les résultats de ce dialogue. Les tenants et aboutissants de ce dialogue. Parce que moi, avec l'intervention déjà de la communauté internationale, Même la France? Non, la France ne voudrait pas donner, la France ne voudrait pas qu'on dise que c'est la France. C'est pourquoi la France a délégué Condé. On ne voudrait pas qu'on dise que Condé aussi c'est un ami de la France. On a mis le Ghanéen pour mettre c'est un emblème de la communauté africaine. Mais, chers Togolais, ouvrez bien les yeux. Ce dialogue-là n'est autre chose que l'organisation du référendum. Pur et simple. Et c'est là que je demande à l'opposition, je ne sais pas comment elle ira expliquer à la population pourquoi on en est arrivé là. Parce que moi, je dis, je répète, un dialogue qui se dit sérieux. On ne devrait pas commencer comme ça. Quoi qu'il en soit, la phrase en aucun cas ne doit pas manquer quelque part. Mais si le référendum est arrivé, c'est parce que ces phrases comme ça, ces genres de phrases, on veut les faire sortir. Mais encore une fois, je dis bien que les Togolais s'asseyent sans cette communauté internationale si nous voulons vraiment régler notre problème. Je m'arrête là. Merci mon cher Kenao. Je crois qu'on va terminer, mais on va... Monsieur le professeur, à ce dialogue, Monsieur Tipi Atadam ne doit pas participer à ce dialogue. Est-ce que vous croyez que sans sa participation, ça sera vraiment un dialogue raisonnable? Parce que c'est le seul qui est vu par la communauté internationale, c'est le seul participant, sinon le seul opposant. Aujourd'hui, quand on réclame
maintenant qui ne va pas participer. Comment tu le sais? Qu'est-ce que cela va donner comme visage de crédibilité à ce dialogue? Ouais, mais qui a dit qu'il ne va pas participer au dialogue? Qui a dit? Qui l'a dit? Est-ce qu'il y a un communiqué sanctionnant? Monsieur le professeur, si jamais Monsieur Atadam ne participe pas à ce dialogue, est-ce qu'on peut dire que c'est un dialogue concret? Mais moi, je vais vous dire. J'ai employé le mot si. Je viens de vous dire que le dialogue qu'on veut amorcer n'est pas tombé du ciel. Le dialogue, est-ce que je peux dire que le dialogue, c'est la fille de la manifestation qui a été déclenchée le 19 août. C'est cette manifestation-là qui a accouché du dialogue. Alors, un pays, un homme réaliste, un homme raisonnable, un homme digne, on ne peut pas ne pas avoir un dialogue sans, disons, la maman. On ne peut pas faire le baptême à l'absence de la maman de la fille, c'est-à-dire le leader du PNP. Aucun Togolais aujourd'hui ne serait convaincu qu'on puisse faire un dialogue qui a été la fille du PNP sans le PNP. C'est grave. À la limite, ça frise le ridicule. Alors, il y a eu des supputations comme ça, des spéculations, comme quoi. Je vais vous rassurer ici que sans Tikpi Atadam, il n'y aura pas de dialogue. L'opposition n'ira pas au dialogue sans Tikpi, je vous rassure, parce que elle sera incomplète. Parce que elle ne va pas représenter les aspirations du peuple. Parce que les manifestations qui ont été déclenchées par Tikpi ont été embrassées par le peuple togolais et le peuple togolais, entre-temps, étant débordé, s'est sabordé et a continué de manifester dans le compte-là. Donc, je vais rappeler un certain nombre de choses. Le 19 août, quand les gens étaient sortis, il n'y avait qu'un seul slogan. C'est 92, le retour à la Constitution de 1992. Et jusqu'à présent, la ligne n'a pas bougé. Tout le peuple ne veut que le C92, c'est que tout le monde demande. Maintenant, si on va au dialogue et on négocie autre chose, en laissant le C92, ça veut dire que nous allons compter que ça c'est encore un autre dialogue et il faut s'attendre à d'autres dialogues. Mais nous sommes fatigués. Nous sommes là. La LAS, bien sûr, de vivre des dialogues qui ne donnent rien. C'est pourquoi je mets d'ailleurs tout le monde en garde. Que ce soit les hommes au pouvoir ou bien les gens de l'opposition, que cette fois-ci, le vrai peuple a parlé et tout le monde sait et a entendu ce que le peuple a dit. Nous voulons la C92 qui va ouvrir la voie à une alternance paisible au Togo. Nous voulons la paix et nous voulons que l'alternance vienne à travers la paix. À partir du moment où les gens au dialogue discutent de la C92, nous savons que tout est réglé et le Togolais va retrouver sa confiance et va rentrer dans l'histoire en démocratie. Je vais finir en disant ceci, s'il vous plaît. À côté au Ghana, j'ai toujours parlé des satellites que les Ghanéens envoient déjà au ciel et nous, au Togo, nous sommes en train de commander la démocratie. À quelques kilomètres d'ici. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, le Ghana dit, nous n'avons pas besoin de l'aide extérieure pour développer notre école, nos écoles, pour développer nos hôpitaux, que nous allons nous-mêmes le faire. N'est-ce pas? Pendant ce temps où se trouve le Togo, nous dépendons toujours, nous sommes en train de tendre nos mains à demander de l'aide pour financer nos universités, pour financer nos écoles. Ça, c'est parce qu'il y a manque de démocratie qui a abouti à la malgouvernance, qui a abouti à la corruption, qui fait que le Togo est pauvre. Sinon, on n'est pas différent des Ghanéens. Je vous remercie. Merci donc, professeur. Je crois que nous sommes à la fin de notre émission. Credo, votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est que je salue vraiment les soldats et tous les partis
en présence, d'avoir quand même eu le courage de participer à ce dialogue, malgré que ce soit dans des conditions où il y a certains dont la sécurité ne sera pas garantie et tout, avec toutes les difficultés qui s'en suivent. Néanmoins, ce dialogue devra à tout prix pouvoir nous aider à sortir de cette crise. Et par exemple, au cours de notre débat aujourd'hui, on parlait de l'invitation de la présidente de l'armée au dialogue. L'armée n'a pas été rejetée du dialogue. Je ne crois pas que l'armée a été rejetée. Mais pour faire venir l'armée au dialogue, c'est le devoir du chef de l'État. En 1991, quand il y a eu la conférence souveraine et que Monseigneur Podro s'est adressé à Edema pour dire que ces gens étaient militaires, les officiers généraux devaient venir, c'est lui qui a autorisé ces officiers généraux à venir sur le dialogue. Donc personne, je ne crois pas que l'opposition soit contre la présidence de l'armée. L'armée, même si elle ne vient pas aux travaux préparatoires, peut-être à un point, sera intéressée d'une manière ou d'une autre. Donc le dialogue est là. Quelles que soient les difficultés qu'ils ont à avoir les accords dans les travaux préparatoires, espérons qu'il y aura un communiqué qui va sortir demain et que le dialogue pourra commencer. Suivons de près sur les débats du dialogue et voyons si nous pouvons, en passant par ce dialogue, aller vers une solution qui aidera le Togo à avancer dans le problème. Mais pour l'instant, on félicite déjà les gens et de part et d'autre d'avoir eu le courage de s'asseoir pour pouvoir commencer par se parler. Je vous remercie. Merci donc, M. Credo. Rapidement, M. Kenao, votre dernier mot. Voilà, je tiens à remercier M. Credo et M. Moussa pour encore une fois avoir accepté d'être avec nous. Je te remercie, toi, Serge Niawa, le grand animateur du grand débat. Et vraiment, comme mon grand frère Credo l'a dit, je tiens à remercier les acteurs politiques pour leur courage et leur bravoure, pour avoir accepté de se retrouver pour discuter. Cette union, cette entente déjà entre l'opposition et le parti au pouvoir donne déjà un apaisement au niveau même du Togo. Ça fait déjà que les frères et sœurs togolais qui ne voulaient pas se parler en dehors des classes politiques vont commencer à se parler parce que les acteurs politiques dont ils tirent leur aspiration sont en train de se retrouver pour discuter. Et pour cela, je les félicite beaucoup. Mais encore une fois, je tiens à dire au bureau préparatoire ou bien à l'organisation de ce dialogue de faire un effort pour tendre la main à nos hommes frères en uniforme au Togo. Je prierai le comité d'organisation d'envoyer solennellement une invitation aux forces armées togolaises, d'envoyer une délégation à ce dialogue. J'y tiens parce que c'est quelque chose que nous n'avions pas fait face à face. Et cette fois-ci, ce n'est pas pour parler des états généraux de l'armée, mais pour demander à la délégation des forces armées togolaises qu'est-ce qu'elle peut faire pour le développement, pour dénouer la crise au Togo. Posons-leur la question, qu'ils nous donnent leur réponse. Je vous remercie. Merci donc, M. Kenao, merci à Malik Sall pour la réalisation de cette émission. Merci aussi au professeur Issoufou pour, en tout cas, sa bonne contribution. Sans toutefois oublier Credo Emmanuel. Nous avons fini le grand débat. Je voudrais quand même, il y a un ami qui m'a appelé depuis le Togo qui me dit de faire réellement passer ce message et de ne pas finir cette émission avant de passer le message. Il m'a laissé entendre que réellement, M. Tip
Tipi Atadam est l'élément qui est venu pour gouverner le Togo et qu'il fasse attention de ne pas aller au dialogue parce que tout a été machiné, tout a été préparé, les tables ont été là où d'autres a été préparé. Alors, il craint pour sa survie. Il voudrait sérieusement que M. Tipi Atadam ne participe pas à ce grand dialogue. Merci pour tous ceux qui nous ont écoutés. C'était le message d'un ami depuis le Togo, depuis une nuit. Je n'ai pas dormi. Je voulais quand même vous dire merci et vous donner encore rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition spéciale de Grand Débat. Merci beaucoup. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. De nouveau à Minneapolis,